Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la Chine était un pays rempli de conflits militaires. Les grandes familles chinoises qui possédaient des terres se faisaient la guerre entre elles pour ramasser toujours plus de territoire. Donc forcément, les plus grands états goumaient les plus petits et récupéraient leur territoire. On appelle cette période l'époque des printemps et automnes, en référence aux annales du même nom qui retraçaient l'entièreté des événements compris entre 722 et 480 avant Jésus-Christ. Au milieu de tout ça, à l'extrême est de la Chine, dans l'état de Qi, qui est un état relativement puissant durant cette période, il y a un noble qui s'appelle Sun Tzu. Et je vais vous raconter son histoire. Sun Tzu est né en 544 avant Jésus-Christ, dans ce fameux état de Qi. Après l'éclatement de ce dernier, il va s'enfuir et s'installer dans le royaume voisin, l'état de Wu. On connaît pas grand chose de sa vie en fait. On sait juste qu'il était un stratège militaire et un général de l'état de Wu, sous le règne du roi élu. Il aurait notamment participé à l'attaque victorieuse de l'état de Wu contre le gigantesque état de Shu. Mais on a quelques doutes quand même, notamment sur son identité. Sun Tzu a-t-il vraiment existé ? En effet, il n'apparaît pas dans les chroniques historiques de Zhuo, qui a un commentaire recensant les célébrités dans l'époque des printemps et automnes. Et de plus, à cette époque, les auteurs ne signaient pas leur ouvrage, ou alors ils utilisaient un nom d'emprunt. Il se pourrait d'ailleurs que son nom soit inventé, car il signifie littéralement « guerrier fugitif ». Tout ça pour dire que Sun Tzu est un mec mystérieux, et cela amplifie bien sûr le mystère autour de sa légende. Après avoir fui l'état de Qi pour s'installer dans l'état de Wu, Sun Tzu se retire du monde et étudie l'art guerrier. Passé un certain temps, il revient en possession d'un certain traité, intitulé L'art de la guerre. Il le soumet au roi de Wu, élu, et celui-ci le considère au départ, ses écrits comme intéressants, mais cependant très théoriques. Rien n'a jamais été testé, que des belles paroles mais rien de concret. Donc le roi élu envoie bouler le pauvre Sun Tzu. Mais Sun Tzu ne se décourage pas. Il propose alors au roi de démontrer que son traité n'est pas du bullshit grâce à des exercices militaires, réalisés à l'aide de 180 domestiques appartenant au roi. Il divise le personnel royal en 2 équipes, dont 2 prostituées du roi qui jouent le rôle de capitaine de chaque équipe. Il réalise une véritable mini-guerre entre domestiques. Sun Tzu donne ensuite un ordre simple au capitaine, sauf qu'elle s'en fiche et qu'elle rit sans obéir, en déclarant qu'elle n'avait tout simplement pas compris l'ordre. Sun Tzu donne ensuite un nouvel ordre, en l'expliquant plus clairement, sauf que les prostituées du roi rient de nouveau, sans l'exécuter. Alors Sun Tzu, qui en a marre qu'on se foute de sa gueule, les fait décapiter, sans aucune pression. Faut pas trop le faire chier, Sun Tzu. Du coup, par la suite, les nouveaux capitaines vont exécuter les ordres de Sun Tzu à la perfection. Et le roi élu fut totalement impressionné par la capacité de Sun Tzu à former des domestiques à la guerre. Ce qui n'est quand même tout de même pas si simple quand on y pense. Le roi se laisse donc convaincre et le nomme général. Très belle légende, c'est très beau tout ça. Mais revenons au sujet de la vidéo. De quoi parle ce fameux livre ? De quoi parle l'art de la guerre ? Tout d'abord, l'art de la guerre contient 13 chapitres. Sun Tzu indique dans ce livre que pour gagner une guerre sans faire recours à la violence ou en minimisant les pertes, il faut plutôt utiliser des tactiques psychologiques, comme la ruse ou l'espionnage. Pour cela, il se base sur 5 principaux facteurs de supériorité. La vertu, le climat, la topographie, le commandement et l'organisation. Dans chacun de ces facteurs, il faut être meilleur que l'ennemi pour gagner la bataille. De plus, Sun Tzu considère qu'il est primordial de connaître son ennemi pour décrocher la victoire, mais également de se connaître soi-même, puisqu'être conscient de ses faiblesses va permettre de résister aux tentatives de manipulation d'un ennemi.
Qui connaît l'autre et se connaît, en 100 combats ne sera point défait. Qui ne connaît l'autre mais se connaît sera vainqueur une fois sur deux. Qui ne connaît pas plus l'autre qu'il ne se connaît sera toujours défait. Il va également insister sur la connaissance de l'environnement dans lequel les batailles ont lieu. Qui ignore la nature du terrain, montueux ou boisé, accidenté ou marécageux, ne pourra faire avancer ses troupes. Qui ne sait faire usage d'éclaireurs sera dans l'incapacité de profiter des avantages topographiques. Selon lui, il est important de connaître le terrain où ses troupes vont combattre, pour pouvoir préparer les manœuvres, mais aussi afin de savoir quel endroit serait plus avantageux pour y attirer l'ennemi. La connaissance du terrain est si importante pour Sun Tzu que selon lui, elle seule pourrait déterminer la victoire ou la défaite. Qui connaît l'autre et se connaît ne sera point défait, qui connaît ciel et terre volera de victoire en victoire. L'art de la guerre est aussi un traité de sagesse, qui conseille aux dirigeants de mener uniquement des guerres jugées nécessaires, par exemple pour assurer la protection de leur peuple. Sun Tzu conseille de ne pas se laisser guider par sa colère dans les prises de décision et d'éviter les confrontations armées autant que possible. Bref, ce livre est un véritable joyau pour gagner des guerres. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Bien après la mort de Sun Tzu, en 496 avant Jésus-Christ, un nouveau personnage apparaît. Son nom, Xuan Bin. Et son histoire est incroyable. Xuan Bin est considéré comme étant l'un des plus grands stratèges de Chine. Il serait d'ailleurs l'un des descendants de Sun Tzu. Dès l'enfance, il a d'incroyables talents. Il est capable de réciter l'art de la guerre par cœur et bien d'autres recueils de la culture chinoise de l'époque. Durant sa jeunesse, Xuan Bin étudie la stratégie de la guerre avec un ermite, qui se nomme Guiguzi. Le truc, c'est qu'il a un camarade de classe, qui s'appelle Pang Juan. Ce dernier, après un certain temps, parvient à se faire nommer général de l'état de Wei, un état au centre de la Chine. Il fait alors venir Xuan Bin avec lui pour qu'ils travaillent ensemble. C'est sympa. Mais Pang Juan, il est giga jaloux de Xuan Bin. Genre vraiment. Le mec est jeune et ultra talentueux, bref, il est jaloux. Sauf que Pang Juan se rend compte que Xuan Bin va lui voler sa place. Alors ce filou de Pang Juan prépare un coup monté contre Xuan Bin, et peu après, ce dernier se fera arrêter. En punition du crime pour lequel il est accusé, on lui coupe les 2 rotules, et on lui tatoue le visage. Ce qui était un châtiment pour les criminels dans la Chine de l'époque. Bien plus tard, un émissaire de l'état de Qi vient alors dans la région. Et Xuan Bin le fait venir en secret pour le convaincre qu'il pourrait mettre ses talents au service de son état. Convaincu, le messager le ramena clandestinement avec lui dans l'état de Qi. Et le général en chef du Qi, Tianji, l'accueille alors chez lui. D'ailleurs, Tianji va souvent faire des compétitions de tir à l'arc monté, c'est-à-dire du tir à l'arc sur des chevaux. Xuan Bin remarque alors que leurs chevaux sont classés en catégories, haute, moyenne et basse. Alors il interpelle Tianji et le lui dit « Monseigneur, la prochaine fois que vous les affronterez, je puis vous faire gagner. » Tianji lui fait confiance et parie avec des nobles 1000 pièces d'or. Xuan Bin lui conseille alors de faire affronter ses chevaux mauvais contre les bons contre les moyens et les moyens contre les mauvais. Tianji gagne alors logiquement 2 jeux sur 3 et les 1000 pièces d'or. Et Tianji, il est fou de joie et impressionné par Xuan Bin, tellement qu'il le fait recommander auprès du roi de Qi, qu'il emploie alors comme conseiller. En clair, Xuan Bin était quelqu'un de vraiment très ingénieux. Vers 354 avant Jésus-Christ, l'état de Wei attaque l'état de Zhao, juste ici. Zhao, qui en panique, demande de l'aide à l'état de Qi. Et le roi du Qi pense nommer Xuan Bin général. Sauf que ce dernier refuse, disant que ce serait bête d'offrir ce poste à quelqu'un de mutilé.
Il n'a toujours pas retrouvé ses rotules. Le roi de l'état de Qi envoie donc Tianji à la place, mais assigne Swen Bin comme conseiller. Alors que Tianji pense que le mieux serait de se rendre au plus vite au Zhao pour affronter l'armée du Wei, Swen Bin fait remarquer que le Wei n'est probablement défendu que par les soldats les plus vieux et les plus faibles, et qu'il y serait donc plus facile d'attaquer de ce côté, ce qui obligerait le Wei à abandonner le Zhao. C'est ce qu'ils vont faire, et la bataille de Guiling en est la preuve. Le Wei se fera complètement détruire ce jour-là. Il y en a à l'appel des anecdotes sur Swen Bin. Tenez par exemple, vers 342 avant Jésus-Christ, le Wei, cette fois uni au Zhao, attaque l'état de Han. Le général Tianji est envoyé à la rescousse et avance vers Daliang, la capitale du Wei. D'ailleurs, celui qui dirige les troupes du Wei à ce moment-là, c'est Pang Juan lui-même, le camarade de classe jaloux de Swen Bin. Et lorsqu'il entend la nouvelle, il fait presser ses troupes pour affronter l'armée du Qi. Swen Bin fait alors remarquer qu'il pourrait prendre l'avantage du fait que le Wei méprise le Qi. Swen Bin, qui est beaucoup trop intelligent, demande à ses troupes de limiter les feux de camp, ce qui donnerait l'impression d'une armée faible, où tous les soldats se seraient barrés. Lorsque 3 jours plus tard, Pang Juan voit l'armée du Qi, et il exulte, et il dit « Je m'en doutais, les soldats du Qi sont des lâches. 3 jours à peine après être entrés sur notre territoire, la moitié de leur armée a déjà déserté. » Il abandonne donc ses troupes d'élite pour utiliser des troupes légères, des troupes tranquilles, à la place. Swen Bin arrive à Maling, en fin d'après-midi. La route s'annonce parfaite pour une embuscade. Il fait retirer l'écorce d'un arbre pour y graver sur le tronc « Pang Juan mourra sous cet arbre ». Et il met 10 000 archers en embuscade, dans une vallée étroite, et leur donne l'ordre de tirer dès qu'ils verront la lueur d'un feu. Pang Juan arrive au crépuscule, et voit que quelque chose est inscrit sur un arbre. Il demande alors une torche pour pouvoir lire. Mais avant d'avoir fini de lire la phrase, les archers du Qi dégomment l'armée du Wei en envoyant des milliers de flèches. Voyant que tout est perdu, Pang Juan s'ouvre la gorge en disant « Dire que c'est moi à qui ce bougre devra sa renommée ». Ce jour-là, l'armée du Wei est complètement défaite, et c'est une nouvelle victoire pour l'état de Qi et pour Swen Bin. Après ça, Swen Bin disparut des radars. On ne sait pas exactement ce qu'il est devenu. Il semble probable qu'il ait juste quitté l'armée pour écrire des ouvrages. Il en profitera pour écrire lui-même sa propre version de l'art de la guerre. L'art de la guerre de Swen Bin, à ne pas confondre avec l'art de la guerre de Sun Tzu, dont on a parlé tout à l'heure, qui est beaucoup plus connu aujourd'hui. Swen Bin finit par mourir paisiblement en 316 avant Jésus-Christ. L'art de la guerre de Swen Bin est un texte très connu de l'époque des printemps et automnes, mais il est considéré comme disparu depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. Cependant, en avril 1972, donc 1800 ans après, des archéologues ont découvert un tombeau datant de cette période, et dans la région où auparavant se trouvait l'état de Qi. À l'intérieur de la tombe, il y avait des rouleaux d'écrits de l'époque, dont une copie de l'art de la guerre de Swen Bin. Vous imaginez, on a retrouvé par hasard un écrit qui était perdu depuis 1800 ans, et en bon état. C'est magnifique. Bref, j'ai fini de parler de Swen Bin. Revenons au livre originel, le plus connu, L'art de la guerre par Sun Tzu. Quelle a été son influence au cours des siècles ? Eh bien, figurez-vous que l'art de la guerre a été utilisé dans le monde entier. En Colombie, l'art de la guerre a été utilisé par les forces armées révolutionnaires de Colombie entre 1964 et 2016, surtout en matière de renseignement, d'espionnage et de ruse. Dans les années 1960 et 1970, le livre a été traduit en espagnol,
afin d'assurer leur diffusion dans tous les pays d'Amérique latine pour soutenir les soldats des pays communistes pendant la guerre froide. L'art de la guerre a exercé une influence considérable sur les traditions militaires chinoises et japonaises. Il est aujourd'hui toujours enseigné dans l'ensemble des écoles militaires en Chine et à Taïwan, constituant le fondement de la pensée stratégique contemporaine en Asie. Mao Zedong lui-même s'inspira de l'art de la guerre dans des conflits et plus tard pour théoriser la guerre révolutionnaire. Pour ce qui concerne la France, l'œuvre est traduite en 1772 par le père jésuite Joseph-Marie Amiot et connaît un grand succès, en France comme en Europe, avant de tomber dans l'oubli. Et encore aujourd'hui, de nombreuses citations de Sun Tzu font encore le tour du monde. Mais réfléchissons quand même, Sun Tzu est un mec qui a vécu il y a 2500 ans. L'art de la guerre a été écrit il y a 2500 ans. Le livre est toujours le même, et il est toujours d'actualité aujourd'hui. Il y a rien qui est obsolète dans ce livre. Moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Sun Tzu était un visionnaire, tout comme Swen Bin aussi. Et d'une manière ou d'une autre, on ne fait plus la guerre de la même manière, pour le bon comme pour le pire. Parce que la guerre, c'est la dernière solution. Une solution facile et médiocre. Celle de la peur, celle des pleurs et celle des malheurs. Bien souvent, ce n'est qu'après que l'on s'en aperçoit. Et c'est ce que Sun Tzu avait compris. L'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat.